Israël et dans les territoires palestiniens. Où en est aujourd'hui le processus de paix? Quel rôle la France peut-elle jouer? On écoute à nouveau le chef de l'État français, justement, précisément sur ces négociations de paix israélo-palestiniennes. La position de la France est connue. C'est un règlement négocié pour que l'État d'Israël et l'État de Palestine, ayant tous deux Jérusalem pour capitale, puissent coexister en paix et en sécurité. Deux États pour deux peuples. Cet accord n'aura de sens que si la sécurité d'Israël est renforcée et si toute nouvelle menace est écartée. Quant à l'État palestinien, il devra être construit sur des bases solides. Il devra être viable. C'est pourquoi la colonisation doit cesser, car elle compromet la solution des deux États. Elias Sambar, deux États pour deux peuples, vous le disiez dans la première partie du débat, c'est toujours le même discours. Où en sont aujourd'hui les négociations? Les négociations aujourd'hui n'ont pas vraiment avancé. Cela fait 3 mois maintenant, il y a eu 13 ou 14 rencontres. Elles sont bloquées, elles sont également un peu harcelées par ces annonces répétées de nouvelles constructions dans les colonies ou de nouvelles colonies dans les territoires de la Palestine. Et tout cela est destiné à une chose. Quand nous avons été à Madrid et ensuite à Washington, pendant plusieurs années, une règle avait été imposée par l'intermédiaire américain. Il devait être russe et américain, et les Russes sont sortis très vite du jeu, qui était la suivante. Quoi qu'il arrive à la table de négociation, celui qui sortira, celui qui se lèvera à table et sortira, sera rendu responsable de l'échec. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'a pas bougé de ce point de vue, qui est que les Palestiniens doivent rester à table pour la durée des 9 mois, puisqu'ils se sont engagés à cette négociation pendant 9 mois auprès du parrain. Mais la délégation palestinienne a démissionné, là. Non. Elle a présenté sa démission en demandant au président d'arrêter. Le président a refusé en disant nous continuons. Je sais que nous allons aller jusqu'à la fin des 9 mois. Il faut y aller jusqu'à, parce que nous sommes engagés à cela, en espérant que ça aboutira, et en espérant surtout, il est clair maintenant que si les partis directement concernés, c'est-à-dire Israël, Palestine, restent face à face, il est clair qu'on a très peu de chances de déboucher sur quelque chose. Il faut à tout prix élargir cette idée des partis concernés, parce qu'il y a 2 partis qui sont directement concernés, mais il y a quand même beaucoup de pays qui sont également concernés par une solution dans cette région, parce qu'ils veulent que cette région trouve la paix, et non pas parce qu'ils veulent faire de l'interventionnisme, mais parce qu'il faut que cette région trouve la paix, il faut que ce conflit soit résolu, parce qu'il a des décades derrière lui. Et quels sont ces pays qui ont un rôle à jouer, justement? Je pense que, par exemple, que les pays qui composent ce qu'on appelait le quartet doivent être un peu plus actifs. Donc l'Union européenne, les États-Unis. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que les États-Unis se désengagent justement de la région. Le problème avec les États-Unis, c'est que quand ils ne font rien, ils ne laissent pas d'autres faire. C'est ça qui fait qu'il y a le blocage. C'est une chasse gardée, mais en même temps, les États-Unis ne sont pas en train d'agir. Ça faisait des années qu'on nous dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être la solution? Nous savons tout. Israéliens et nous savons tout. Nous savons exactement pour chaque dossier ce qu'il faut faire et ce qui peut être fait, pas simplement sur le plan des principes généraux. Le gros problème, c'est les actes. Ça n'est plus du tout de continuer à parler pour voir ce qu'on peut faire. Nous savons. Il faut absolument passer à l'application. Et ça bloque sur l'application. Je crois. Mais quels sont les actes? On sait les actes que les Israéliens doivent faire, notamment, vous avez soulevé le problème de la colonisation, quoique Benyamin Netanyahou l'a gelé un projet de colonisation, 20 000 constructions. Mais par exemple, les Palestiniens, quels actes doivent faire concrètement les Palestiniens? Vous savez, tout le monde Parce qu'on parle toujours finalement côté israélien, mais palestinien. Nous sommes très contents que les 20 000 aient été gelés. Mais plus personne ne parle du fait que depuis 3 mois que nous avons commencé à négocier, il y a 3200 unités de logement nouvelles qui ont été construites et qui n'ont pas été gelées. Nous savons les destructions des maisons, nous savons tout cela. Donc là, il y a énormément d'actes pour nous obliger à sortir, à dire, voilà, nous claquons la porte et qu'on nous dit, voilà, vous voyez, les Palestiniens ne veulent pas la paix, donc maintenant, laissez-nous faire ce que nous voulons. La question est de savoir si ce que nous savons des 2 côtés, et beaucoup d'Israéliens le savent, et beaucoup d'Israéliens sont sur ce point en accord avec leurs interlocuteurs palestiniens. Nous savons ce qu'il faut faire. Il faut commencer à appliquer. Pour appliquer et que ça marche,
et pour aborder un peu cette question de la peur. Il y a un principe qui est fondamental, qui n'a jamais été appliqué dans la résolution. C'est la simultanéité des engagements. C'est-à-dire ne pas dire à chacun « tu commences par faire et après je ferai si tu fais ». Parce que ça pose tout le temps le problème de quelqu'un qui est en train de contrôler l'autre et qui trouvera toujours que l'autre n'a pas assez fait. Si nous avons la réciprocité et la simultanéité, nous pouvons avancer. Mais cela nécessite une intervention d'amis, des pays amis puissants des deux bords, qui disent « bon, maintenant ça suffit, il faut commencer à passer à l'action ». Igal Palmore, vous entendez réciprocité, simultanéité, dit Elias Sambar, qui pointe du doigt à nouveau la poursuite de la colonisation. Plus de 3000 unités de logements qui ont été construites, nous dit Elias Sambar, ces 3 derniers mois. Non, on ne peut pas en construire tant. Mais attendez, je vais vous dire quelque chose, moi, sur les implantations. Vous savez ce qui se passe dans la négociation à huis clos, quand on se parle des implantations, justement, quand on parle d'échanges possibles de territoires dans le cadre d'un accord définitif, les Palestiniens parlent du territoire construit des implantations. Et lorsque les Palestiniens en parlent, ils calculent qu'il s'agit de 1,2% du territoire de la Cisjordanie, pas plus. À cela, on ajoute des routes, quelques autres terrains, on parvient à 1,9% du territoire de la Cisjordanie. C'est ça l'obstacle insurmontable, parce que l'obstacle insurmontable, pour moi, ce n'est pas ça. L'obstacle insurmontable, c'est quand nous avons commencé, sans attendre les Palestiniens, à démanteler des implantations à Gaza. Nous sommes sortis de Gaza et c'est peu dire que Gaza n'est pas devenu un territoire de paix depuis 2005 quand nous sommes partis. Donc la question n'est pas une question d'arrêter les implantations puisque ça a déjà été fait. Des gages de bonne volonté, de bonne foi ont été donnés sans attendre que les Palestiniens trouvent un moyen de réciprocité. Et évidemment, ça n'a pas vraiment marché puisque Gaza est devenu une plateforme de terrorisme. Alors, il faut quand même voir ce qui pose un véritable obstacle à la paix. C'est un problème de sécurité, de terrorisme, avec, oui, évidemment, avec l'Iran derrière, mais pas seulement. Et si on veut vraiment qu'un État palestinien soit mais la question du terrorisme, il faut comprendre, oui. Monsieur Palmore, la question du terrorisme aujourd'hui, est-ce qu'elle se pose encore pour Israël ? Tout à fait, tous les jours. Tous les jours, si vous ne voyez pas de grands événements dans les médias, c'est parce qu'il y a une efficacité à toute épreuve pour l'instant des services israéliens et parfois aussi des services palestiniens, il faut bien le dire. Mais ça ne fonctionne pas tous les jours. Il y a quelques jours, un jeune Palestinien a poignardé un jeune conscrit israélien qui dormait dans un bus. Il y a des petits actes comme ça qui font que l'ambiance, si elle n'est pas entièrement délétère, elle est quand même propice au soupçon, n'est-ce pas, par rapport aux véritables intentions des Palestiniens. Et tant que la situation à Gaza demeurera ce qu'elle est, sans que l'autorité palestinienne arrive à appliquer ou à étendre son autorité à Gaza, eh bien, les soupçons demeureront. Et c'est vraiment pas très convaincant de nous parler de réciprocité lorsque l'exemple de Gaza est là tous les jours pour nous rappeler ce qui s'est passé lorsque nous nous en sommes retirés. Alors justement, Pascal Boniface, Gaza, d'ailleurs, il n'y en a pas eu un mot quand même de François Hollande sur Gaza. On rappelle quand même qu'il y a un blocus sur Gaza et qu'il y a une population aujourd'hui qui souffre aussi à Gaza. On n'en a pas du tout parlé durant cette visite. Ils n'ont presque pas d'électricité, je crois 6 heures d'électricité par jour. Et puis, y a-t-il pas aussi une responsabilité des Palestiniens aussi ? Parce qu'en effet, M. Palmore a pointé du doigt Gaza, c'est-à-dire l'autorité palestinienne qui ne s'entend pas avec son frère ennemi, le Hamas. Et ça, c'est un vrai problème quand même qui dure maintenant depuis des années. Il est sûr que le contrôle de la bande de Gaza par le Hamas est problématique et qu'elle est due aussi aux conditions du retrait, qui n'a pas été un retrait négocié entre Israéliens et Palestiniens, qui a été un retrait unilatéral d'Israël. Et à l'époque, les conseillers de M. Sharon disaient que c'était pour mettre dans le formol le processus de paix, parce que Gaza est tout à fait à part. Mais autant ce que disait M. Palmore était rassurant sur l'Iran, autant là c'est inquiétant, parce que si sous prétexte que le retrait de Gaza n'a pas généré ce que les Israéliens attendaient, alors que le blocus est quand même aussi responsable de la violence, rien ne sera fait en Cisjordanie, eh bien on n'est pas prêt à avoir quelque chose. Et je pense malheureusement que le pronostic, c'est qu'à la fin des 9 mois de négociations, il ne se sera absolument rien passé. Parce qu'en plus, les grandes puissances, États-Unis en tête, mais également les pays de l'Union européenne, ne feront rien. Et donc on a là 2 partenaires ou 2 protagonistes, pour être plus précis,
qui ne sont pas sur un pied d'égalité parce que le rapport de puissance entre Israël et la Palestine n'est pas du tout le même, et les puissances extérieures ne font pas pression. Donc Israël, et là je pense que le discours est tout à fait net, ne mettra en avant le terrorisme, mettra en avant des questions de sécurité. Alors on peut dire quel est l'œuf, quelle est la poule d'ailleurs dans tout cela, qu'est-ce qui précède l'un et l'autre, mais que rien n'avancera réellement et que Israël gagne du temps en pensant que le temps joue en sa faveur, ce qui n'est pas certain, ce qui est vrai sur le court terme. Mais il grignote finalement voilà. Donc, la politique je crois qu'il y a un écart entre la politique du fait accompli qui permet à l'actuel gouvernement israélien de gagner parce qu'il ne subit pas de pression, il ne subit pas de réaction négative, mais que sur le long terme, est-ce qu'un accord de paix sera encore possible quand le territoire sera à ce point émietté? Et je pense que les territoires palestiniens de Cisjordanie qui sont atteints par la colonisation et par les routes séparées, réservées aux colons, ça fait un peu plus que 2% du territoire. Guy Millière, Benyamin Netanyahou a demandé ce soir à Mahmoud Abbas, au président de l'autorité palestinienne, de reconnaître le lien entre les Juifs et Israël. Pourquoi c'est tellement important pour Israël ? Parce qu'Israël a été fondé en tant qu'État juif ou en tant qu'État du peuple juif, et le fait que l'autorité palestinienne ne veuille pas le reconnaître est quelque chose qui me paraît extrêmement significatif de la situation. Je ne pense sincèrement pas qu'il y aura effectivement un accord au bout de 9 mois, parce que je pense que l'autorité palestinienne ne veut pas d'un État à côté d'Israël, voudra à la rigueur un État à la place d'Israël. Je pense que les accords d'Oslo ont été une grave erreur de la part d'Israël. Je pense que cette question est devenue une question épiphénoménale par rapport à la région, mais il y a un certain nombre de points que j'aimerais dire par rapport à la question de la réciprocité. Je pense qu'il y aura réciprocité si on arrête de parler de colonisation, qu'on parle à la rigueur d'implantation comme l'a fait Yigal Palmor, ou comme je le fais de villes et de villages juifs en Judée-Samarie ou en Cisjordanie, si les gens veulent préférer utiliser l'expression. Et ces villes et villages juifs, dans ce cas-là, ils devraient avoir la possibilité de rester. Je ne comprends pas pourquoi Mahmoud Abbas veut que cette région soit vide de toute population juive. Et pourquoi on accepte l'idée d'épuration ethnique pour la Cisjordanie, parce que c'est le cas. J'ajouterais que s'il y avait de la réciprocité, à mes yeux, on devrait cesser d'inciter au terrorisme ou de glorifier les assassins comme des héros. La réciprocité, c'est quoi? C'est que les Palestiniens doivent quitter? Non, mais l'autorité palestinienne la réciprocité, c'est que les Palestiniens doivent partir. L'autorité palestinienne incite à la haine. Il ne peut pas y avoir de réciprocité pour qu'il y ait la paix. Vous ne croyez pas que c'est l'occupation qui incite à la haine? Pour qu'il y ait la paix, il faut que des deux côtés, il y ait une éducation à la paix, à la liberté, à la démocratie et au droit. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, d'un côté, vous avez une démocratie et d'un autre côté, vous avez un pouvoir qui est un pouvoir autoritaire, qui est un pouvoir qui incite à la haine, qui apprend la haine. Quand on voit la façon dont ont été accueillis les assassins qui ont été libérés récemment par Israël à Ramallah, quand on voit la façon dont Mahmoud Abbas continue à citer élogieusement le moufti de Jérusalem qui a travaillé avec Adolf Hitler à une époque, on comprend qu'il y a de grands obstacles à la paix et que les obstacles sont plutôt là. Je voudrais dire une chose, je ne vais pas débattre avec ce tissu d'incongruité. Ce sont des faits, nous venons d'entendre un pot pourri absolument exemplaire d'un discours obsolète qui était tenu il y a 20 ou 30 ans. Les personnes qui tiennent ce discours sont des personnes... Que même Yigal Palmor ne tient pas quand même. Non, pas du tout. Yigal Palmor arrive à prononcer le mot de palestinien, que vous l'avez remarqué, j'espère, pas ce monsieur. Ce qui est très, très intéressant, nous venons d'avoir un exposé sur ce qui était le discours fondamental des gens qui ont considéré que la paix était une catastrophe. Je n'ai pas de discussion à faire avec vous, monsieur. Vous n'êtes pas dans mon camp. J'ai beaucoup d'Israéliens qui sont dans le même camp que moi. Vous n'êtes pas pour la paix. Vous êtes pour la continuation. Je dis que pour la paix, il faut qu'il y ait la démocratie des deux côtés. Non, vous voulez qu'on vous fiche la paix, vous ne voulez pas la paix. Vous voulez qu'on vous fiche la paix, c'est ce que vous voulez. Allez, on avance, parce que sinon on va polémiquer. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'avancer. Vous êtes en retard de 30 ans de débat. Les terroristes ne sont jamais en retard. Allez, Elias Sambarin. Oui. Vous voulez peut-être... Non, ce que je voulais dire... qui est aujourd'hui, à cause du blocage des négociations et à cause de ce qui se dit également comme commentaire sur ce blocage, on oublie quand même qu'il y a dans la société israélienne énormément de personnes qui ne tiennent pas ce discours.
Et elles sont concernées parce qu'elles sont directement sur le terrain. C'est leur avenir qui est en jeu, c'est leur vie qui est en jeu. Et ils savent que la plus grande sécurité, la plus grande sûreté, c'est précisément dans le bon voisinage avec les Palestiniens, pas dans la construction des murs, pas dans l'explosion de la construction des colonies, et pas dans le fait de dire il faut garder l'arsenal nucléaire, il faut. Il y a un changement fondamental à faire dans les esprits. Il existe déjà dans l'esprit de beaucoup d'Israéliens. Nous les connaissons, nous sommes en contact avec eux, et je peux vous assurer... C'est un changement de génération aussi, peut-être, non? C'est des changements d'hommes. Bien sûr. Mais disons qu'au XXIe siècle, l'occupation d'un peuple par un autre passera de moins en moins. Au XXIe siècle, des théories qui encore au XIXe siècle pouvaient trouver... Monsieur, je comprends que vous n'entrez pas dans le XXe siècle, dans le XXIe, mais rentrez au moins dans le XXe. Même par rapport au XXe siècle, vous êtes en retard. Il n'y a pas d'occupation d'un peuple par un autre, je regrette, ce que vous dites est faux. D'accord. Bon, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas des gens qui ne sont pas libres de circuler, il n'y a pas de route séparée, il n'y a pas de village interdit, etc. Vous pouvez parler du terrorisme un instant? Oui, qui a produit le terrorisme et qui est frappé par le terrorisme? On peut parler, quel est le nombre de victimes palestiniennes et le nombre de victimes israéliennes au total? Monsieur, là, je crois que vous ne servez même pas le camp que vous voulez servir. Igal Palmore, l'Union européenne a refusé de financer des projets justement dans les colonies. Est-ce que vous en avez discuté avec François Hollande ? Oui, cette question de financement européen a été évidemment soulevée, mais elle est discutée non pas avec des pays individuels, non pas avec des membres de l'Union européenne, mais avec la Commission de Bruxelles directement, puisque les fameuses directives viennent de là, elles viennent de la Commission. Ce sont des eurocrates de la Commission, si j'ose dire, qui les ont rédigées, à l'insu d'ailleurs de plusieurs diplomaties européennes, et c'est avec eux que nous devons trouver le moyen de nous mettre d'accord sur des questions très simples. Que l'Union européenne ne veuille pas financer certains projets, c'est son droit. Elle a toujours fait ou n'a pas fait ce qu'elle ne veut pas faire. Il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Il y a une nouveauté dans le langage qui est adopté dans ces directives et surtout dans la prétention de vouloir imposer à Israël une politique qui n'est pas la sienne et qui n'est même pas la politique consensuelle de l'Europe. C'est une politique que veut imposer la Commission et je crois qu'en France, vous en savez quelque chose sur d'autres sujets. Et j'aimerais quand même dire juste quelques mots personnels. Je voudrais qu'on ne m'utilise pas dans ce débat comme instrument de bataille des uns contre les autres. Chacun dira ce qu'il voudra. Il faut respecter les opinions qui sont exprimées. Et de grâce, ne m'utilisez pas comme soutien ou comme cheval de bataille les uns contre les autres. On ne vous utilise pas du tout. On vous a bien entendu ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Igal Palmore, d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que ces négociations, en tout cas, sont toujours au point mort et qu'on discute toujours les mêmes thèmes. Jérusalem, capitale pour les deux États, deux peuples, la question du droit au retour des réfugiés palestiniens et que c'est toujours évidemment des points de suspension. Voilà, donc il y a encore 6 mois de négociations, c'est bien ça, Elias Sambar, et on verra ce que ces négociations donneront au bout de 6 mois. La limite sera le dernier jour du mois d'avril, la fin des 9 mois. Merci à tous les quatre. Je vais rejoindre Karim Yaoui. On en a beaucoup parlé aussi de cette visite de François Hollande sur les réseaux sociaux. Qu'en a-t-on dit ? Alors, dans les médias traditionnels et sur les sites d'information, on a beaucoup parlé de cette visite. On a aussi beaucoup parlé de François Hollande avec cette page de France-Télévisions.info qui se pose cette question. Est-ce que la France est devenue le nouveau meilleur ami d'Israël ? C'est aussi en substance l'idée qu'on peut retrouver sur le site du Monde avec Israël en froid avec Washington déroule le tapis rouge à François Hollande, un article qui souligne que cette visite n'a pas forcément beaucoup d'intérêt diplomatique. En tout cas, c'est le point de vue du Monde, mais que du côté d'Israël, on est tout à fait ravis d'avoir le soutien de François Hollande sur certaines questions. Même tonalité sur le site de Libération qui titre presque de la même façon « Hollande remplace Obama dans les bonnes grâces d'Israël », au point que certains sur les réseaux sociaux ironisent au vu de l'impopularité de François Hollande en France, Plutocratie, qui écrit « Scoop, d'après un sondage tenu secret, Hollande est plus populaire en Israël qu'en France ». Cette popularité
pour le site de Courrier International, elle est en partie à aller voir du côté de la position de François Hollande sur le nucléaire iranien. François Hollande qui a déclaré « Jamais nous n'admettrons que l'Iran puisse détenir l'arme nucléaire ». Une phrase qui a évidemment résonné très fort dans la presse israélienne, du côté du Jérusalem Post notamment, d'autant plus que certains pays occidentaux, en tout cas Israël, les soupçonnent de ne pas vouloir être assez ferme sur la question du nucléaire iranien et de vouloir arracher un accord à tout prix. En tout cas, on soupçonne notamment les États-Unis d'être sur cette ligne-là. Et le double discours de François Hollande est l'autre élément qui a retenu les médias. Alors, le site du Huffington Post s'arrête sur la question de la colonisation. Hollande pour la fin de la colonisation, à quelques nuances près. Le site d'information s'arrête sur le fait que les mots utilisés par François Hollande, qu'il soit à Ramallah ou à Jérusalem, n'étaient pas forcément les mêmes, particulièrement fermes face aux Palestiniens, beaucoup moins avec les Israéliens. En tout cas, sur les réseaux sociaux, cette posture a suscité beaucoup de réactions. À Tel Aviv, c'était à Tel Aviv et pas à Jérusalem, à Tel Aviv, François Hollande rassure les Israéliens, puis à Ramallah, François Hollande rassure les Palestiniens. Tout le monde va mieux, ironise ce tweeto. Ou encore cet autre tweet de Karim Ziadi qui dit « Oui, Hollande demande l'arrêt total et définitif de la colonisation en Palestine, mais il fallait le faire côté israélien ». Et puis, vraiment, c'était la tonalité qui revenait sur les réseaux sociaux, avec Doudou qui dit « François Hollande et la poupée qui dit oui, oui, oui », et le lendemain « non, non, non ». On l'a bien compris, il n'a pas forcément convaincu tout le monde avec ses déclarations. Enfin, à la Knesset, il a quand même parlé d'un arrêt total de la colonisation. Donc peut-être que ces tweets ont été envoyés avant cette histoire à la Knesset, parce qu'en effet, avec Benyamin Netanyahou, il n'avait pas dit un mot sur la colonisation. Il s'est rattrapé au Parlement israélien tout à l'heure. En France, sur les réseaux sociaux, c'est la traque aussi de ce tireur fou qui passionne les internautes. Alors, cet homme qui est toujours en liberté, qui court à Paris. Toujours en liberté, qui les passionne jusqu'à l'hystérie, parce que sur les réseaux sociaux, hashtag tireur fou était un des hashtags les plus utilisés lors de cette journée. Alors on partage des photos de caméras de surveillance qui ont été diffusées par certains sites d'information. Alors on sait que cet homme aurait agi du côté de la chaîne BFM TV sans ouvrir le feu, mais en étant très menaçant vis-à-vis d'un rédacteur en chef et d'un journaliste. Ce serait le même homme qui aurait ouvert le feu sur un assistant photographe du côté de Libération. Mais même s'il faut être très prudent, on s'aperçoit que du côté des autorités, on désigne déjà cet acte comme une attaque contre la liberté de la presse. En tout cas, on a l'impression que du côté des autorités, il n'y a pas de doute. Jean-Marc Ayrault parle d'attaque contre la liberté de la presse. Du côté de Manuel Valls, c'est un petit peu la même tonalité. Et lorsqu'on va voir du côté du Monde, eh bien, on fait déjà le rappel de toutes ces attaques contre les médias, parfois violentes, comme si c'était avéré que ces actes étaient évidemment destinés à s'en prendre aux médias. Alors, ce site du Monde revient sur des événements relativement marquants. Sur les réseaux sociaux aussi, on essaye de dresser le portrait de cet homme à coup de photos de caméras de surveillance qu'on retrouve un petit peu partout sur Twitter. Et puis évidemment, il y a aussi ceux qui ironisent, comme Joséphine qui dit « Est-ce qu'on a déjà eu, c'est la faute des jeux vidéo ?» Parce qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre le feu, on désigne les jeux vidéo comme responsables de cette violence. Cet autre tweet de Bande Touche qui ironise sur les chaînes d'information qui font des directs particulièrement longs lorsqu'il y a ce genre d'événement. Cette fois-ci, elles sont directement concernées. Les chaînes d'infos adorent se nourrir de tireurs fous et autres tueurs sanguinaires. C'est les tweets de Bande Touche. En tout cas, beaucoup de tweets avec ce hashtag tireur fou. Merci beaucoup Karim, on se retrouve, vous serez à l'antenne un peu plus tard. Merci à tous les quatre avec Yigal Palmer en direct de Jérusalem d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve demain soir 19h10 pour une nouvelle émission. Très belle soirée, à demain, tout de suite le journal. Merci.